Bien, dernier temps de débat intitulé les enjeux épistémologiques. Moi, je voudrais dire tout d'abord que je suis bluffé qu'on puisse organiser un colloque où on prend autant de registres différents pour discuter d'un même sujet, parce que là, c'est un séminaire de recherche, enjeux épistémologiques, et c'est de la tambouille, c'est presque du débat interdiscipline et transdiscipline. Et en même temps, je trouve original de le mettre dans le colloque. Et il me semble que c'est l'empreinte, c'est la marque de fabrique de Céline Torizzi. Et du coup, je veux lui rendre hommage ici, parce que je me souviens quand elle avait fait son projet pour venir travailler à l'école française, à la Maison française de Rome, on s'était posé des questions sur comment on allait formuler un dossier sur mafia et décentralisation dans une maison où, quand on arrive, le document qui nous accueille, c'est de dire que on travaille de la préhistoire à nos jours. Et dans cette façon de dire que la Maison française travaille de la préhistoire à nos jours, c'est une façon de dire qu'elle est dans le temps très long. Et souvent, quand on est sociologue, politiste, on est un peu angoissé, parce qu'on sent que si on prend une thématique contemporaine, on va être broyé par le temps long où tout ce qu'on peut dire est vite relativisé. Et Céline avait cette volonté d'aller sur du contemporain tout en étant dans un lieu où on travaille sur du temps très long. Et il me semble que ça illustre bien le débat aussi sur les enjeux épistémaux qui sont posés ces 2 jours. Pour moi, il y a trois défis, on pourrait appeler les défis de Céline, parce qu'ils ont été posés. Je pense qu'il y a une façon originale de les poser. Il y en a 2 qui ont été en partie traités, mais je vais les rappeler. Puis le 3e, c'est celui, il me semble, de cette dernière séance. Le premier défi, c'est le défi de l'ethnocentrisme scientifique, ou de ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique, sur cette idée de dire qu'il y aurait une exception italienne, il y aurait une exception française, une exception camerounaise. Et qu'on le veuille ou non, on est toujours broyé par cette question. Et Céline Torizzi a dit très fortement, y compris dans l'annonce du programme, on va essayer d'aller au-delà de l'exception italienne. Et je trouve que c'est très difficile. Et même les témoignages d'hier et d'aujourd'hui nous montrent que c'est un défi, un vrai défi permanent, d'arriver à la fois d'être très finement dans les institutions sur le terrain et d'être dans un débat qui se décale en permanence et qui met en contestation des résultats qui sont produits à l'échelle d'États, de nations. Et moi, ça m'a fait penser, j'étais très excité à l'idée de venir ici, enfin très touché, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de ce type en travaillant sur l'Italie. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur Naples, sur le système politique à Naples pendant 1 an, et tout le monde me disait « Naples, c'est particulier, c'est spécial, puis tu n'auras aucune information, puisque tu veux travailler par entretien ». Et je ne vais pas vous raconter mes recherches, mais je suis reparti de Naples en ayant changé mon regard sur les élus locaux. Pas les élus locaux napolitains, parce que finalement j'ai peu de choses à dire sur les élus locaux napolitains, mais sur les élus locaux de façon générique. Et j'ai même testé le modèle que j'ai esquissé à Naples, où j'ai vu par exemple les passions politiques, les émotions, où j'ai enfin compris comment fonctionnaient les émotions dans le système d'accès au pouvoir. Chose que je n'avais pas compris jusque-là, et j'ai pu tester ce modèle au Japon, à Tokyo, un endroit où il n'y a pas d'émotion en apparence, mais c'est grâce au modèle napolitain que je pouvais regarder Tokyo. Et je pense très sincèrement que la démarche entreprise sur les mafias et la décentralisation peut avoir les mêmes vertus, c'est-à-dire on part apparemment d'un sujet d'hyperspécialiste et on va vers autre chose. Alors ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi que j'ai entendu tout au long de ces journées, c'est bien sûr le défi interdisciplinaire. Hier, je me disais, sur les mots, je me disais qu'on était dans un congrès de médecine. Vous savez, au début, il y avait de la chirurgie, on a lutté contre le cancer, contre le coma, il y a des problèmes de virologie, il y a des problèmes de psychothérapie à engager, de mal-être. Et autrement dit, il y avait toute une série de diagnostics très très pointus. Alors, c'était les métaphores médicales qui venaient. Mais moi, il me semble que derrière, ça nous raconte quelque chose. C'est qu'on est très vite obsédé par l'idée de trouver des outils très pointus pour traiter le sujet. Que ça soit en droit, que ça soit en histoire, que ça soit en sociologie, on a envie d'avoir des auteurs, et il me semble que le défi de ce colloque, c'est de dire oui, il faut des outils très spécialisés, et en même temps non, il faut faire attention aux sirènes de l'hyperspécialisation, des pensées tubulaires, et il me semble que c'est un peu ça qui s'est esquissé en début d'après-midi, c'est qu'on a encore du mal, dans notre tradition scientifique, académique, à sortir de modèles très tubulaires où on ne peut pas dialoguer, et Céline dit il faut dialoguer malgré tout.
Et troisième défi, et je passe la parole à mes 3 intervenants, c'est le défi conceptuel. C'est de faire des envolées conceptuelles. Est-ce qu'à partir de ce colloque, on peut avancer sur des grandes notions, des concepts, des mots-clés qui touchent différents champs scientifiques? Alors on en prend un là pour ouvrir les débats, mais on pourra en prendre un autre. Ça sera informalité politique. Est-ce qu'en parlant d'informalité politique, on peut entrer dans un débat qui concerne toutes les disciplines et qui permet d'avancer sur le plan scientifique? Il me semble que c'est une voie très audacieuse. Je le dis tout de suite, si on n'a pas le temps après, il faut que ça soit un temps 1 de quelque chose, ce colloque. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a une petite... Dans la façon dont les gens témoignent, il y a une façon de dire ce sujet est mal traité, où il y a beaucoup de zones d'ombre, le dialogue continuel. Alors, je ne sais pas si c'est à Rome ou dans un autre pays, mais je pense qu'il faut aller plus avant. Et nos 3 intervenants sont, me semble-t-il, de plein pied dans ce questionnement. Et ils disent, en prenant une réflexion par les régimes urbains et par l'informalité politique, on va essayer d'avancer quelques résultats lourds, en géographie principalement. C'est 3 spécialistes, 3 maîtres de conférences en géographie qui vont intervenir. Alors ils vont faire le topo à 3, ils l'ont rodé ensemble, donc Sébastien Jacot, Fabrizio Macaglia et Marie Morel. Vous avez 20 minutes pour planter le décor et ensuite on ouvre un débat plus large. Merci. Alors, merci pour cette introduction et puis de manière plus générale, merci de nous avoir donné l'opportunité de participer à ces journées et merci pour toutes les discussions et présentations des 2 jours. Donc pour introduire notre propos, nous avons souhaité partir d'un exemple. Nous voudrions partir de la figure d'un opérateur économique camerounais, donc on retourne un tout petit peu au Cameroun, que j'appellerais Emmanuel. Emmanuel occupe une position élevée dans la hiérarchie sociale de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Sa mère est magistrate, c'est une haute fonctionnaire au ministère de la Justice. Et dans son sillage, Emmanuel donc, a étudié le droit et s'est spécialisé en droit privé. Aujourd'hui, fort de ses capitaux sociaux, de ses diplômes, il joue un rôle d'intermédiaire entre des institutions publiques et des sociétés étrangères, à l'occasion d'appels d'offres et de l'attribution de marchés publics. Donc, il organise des rendez-vous dans des administrations, fait du lobbying, aide à la signature de mémorandums d'entente, etc. Donc, il est rémunéré par des sociétés étrangères au titre d'un contrat d'assistance. C'est un agent facilitateur, son rôle est formellement établi. Toutefois, donc, pour accompagner des sociétés étrangères, pour gagner des contrats et pour légitimer son rôle, il puise dans des ressources plus informelles, globalement des relations familiales élargies. Donc son gain se voit revêtu d'une double dimension. Il y a un gain financier, il touche un pourcentage en tant qu'agent. Potentiellement, si la société étrangère s'est vue attribuer le marché, il va pouvoir avoir une part dans une société à capitaux mixtes créée pour l'occasion. Et il acquiert aussi un gain social puisqu'il assoit son réseau et il agrandit sa notoriété. Donc là, on constate une logique de reproduction des positions sociales au sein d'un État où les appels d'offres se font au bénéfice d'une coalition entre hauts fonctionnaires et élites économiques, voire au sein de grandes familles. Donc là, au-delà du respect formel, a priori, des règles de l'appel d'offres, on remarque une logique plus informelle d'activation de réseaux, eux-mêmes informels. Alors à une autre échelle, Emmanuel a été incarcéré quelques mois dans la prison centrale de Yaoundé, soupçonné d'abus de biens sociaux. Là, il est devenu à nouveau un intermédiaire, mais cette fois-ci au bénéfice des détenus, en les mettant en relation avec son propre réseau au sein de la magistrature. Donc, grâce à sa médiation, des détenus entrent en contact avec des magistrats pour négocier des remises de peine, moyennant le versement de sommes d'argent à Emmanuel et aux magistrats. Donc s'il reste flou sur la somme qu'il touche lui-même, si parfois il affirme pour certains détenus démunis de ne rien toucher au nom d'un impératif moral, Emmanuel assoit son réseau social, alors en prison, mais aussi au sein de la magistrature et de magistrats qui sont enrichis par la perception de quelques enveloppes, pour prendre la terminologie camerounaise, entre autres. Donc en écho au dicton camerounais, il n'y a de richesse que d'hommes. Emmanuel soigne ses relations au ministère, plus largement dans les arcanes du pouvoir judiciaire et jusqu'en prison. Donc on voit comment des pratiques corruptives et plus largement des logiques de médiations informelles participent du fonctionnement quotidien des institutions publiques, ici la justice, et on constate une captation de l'appareil d'État au bénéfice d'intérêts privés, mais plus encore une coalition, donc je le disais à l'instant, entre hauts fonctionnaires
et acteurs économiques. Donc cet exemple a pour vocation d'ouvrir une discussion autour de la notion d'informalité politique. Alors, dans la répartition des tâches il m'incombe à présent donc de dresser un rapide état des lieux de la manière dont la notion d'informalité a été conceptualisée dans les sciences sociales, pour ensuite mieux préciser notre positionnement scientifique et justifier notre approche. C'est une approche collective, on est un groupe de recherche, aujourd'hui nous ne sommes que 3, mais nous sommes 8 au total, donc pour préciser et justifier notre approche en termes d'informalité politique. Alors, l'idée d'informalité a été historiquement, initialement conceptualisée pour analyser le fonctionnement du marché du travail dans les villes du tiers-monde, marché du travail qui était marqué, qui est encore marqué par la prégnance d'activités économiques développées en dehors de la régulation étatique, c'est-à-dire d'activités économiques non enregistrées, non réglementées, non fiscalisées. La deuxième observation qu'on pourrait faire, si on fait l'histoire de cette notion d'informalité, c'est que le champ d'application s'est considérablement élargi, puisqu'on parle d'informalité dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de la finance, dans le domaine des services publics. Et en définitive, l'informalité est devenue une caractéristique du fonctionnement des sociétés du tiers-monde. L'informel apparaît dans une certaine littérature comme une propriété intrinsèque des sociétés du tiers-monde et comme une manière spécifique de penser leur mode de développement. Troisième remarque que l'on peut faire, toujours dans cette histoire de la notion d'informalité, c'est que c'est une notion qui a connu un très large succès, comme en témoigne la multiplication des travaux empiriques, et ce succès a des contreparties. 3 en particulier. D'abord, c'est une très forte hétérogénéité du champ d'application. On va même jusqu'à parler de courants artistiques informels. Deuxième caractéristique, c'est l'absence de définition stabilisée, omis l'idée d'écart par rapport aux règles. Et enfin, troisième et dernière caractéristique, c'est la multiplicité des approches théoriques, comme on va le voir par la suite. Au point que certains auteurs récusent aujourd'hui toute valeur opératoire à cette notion d'informalité et la rejettent dans la catégorie des prénotions de Durkheim. Pour ces auteurs, l'informalité est une catégorie scientifique fragile et porteuse d'ambiguïté. Alors, depuis son introduction dans les débats sur le développement, conjointement par Keishart et le Bureau international du travail, la notion d'informalité a donné lieu à 3 types d'approches que l'on va rapidement rappeler. D'abord, l'approche dualiste. Elle a été théorisée dans les années 60 et 70. Cette approche dualiste met en évidence le fait qu'en définitive, les travailleurs pauvres ont recours au secteur informel du fait de l'incapacité du secteur formel à créer suffisamment d'opportunités d'emploi. Autrement dit, ce qu'il faut retenir de cette approche dualiste d'un point de vue notionnel, c'est qu'elle repose sur la dichotomie des marchés du travail formel et informel, et donc elle repose sur une lecture binaire, sur une lecture qui oppose ces 2 champs qui sont donc le formel et l'informel. L'aboutissement, en fin de compte, dans cette logique d'une approche dualiste, l'aboutissement, c'est que le secteur informel est progressivement absorbé par un processus de modernisation par le secteur formel. Deuxième approche, c'est l'approche légaliste, dont la figure principale est Hernando de Soto. Dans cette approche légaliste, l'informalité procède d'un choix de la part des acteurs économiques, dans la mesure où les acteurs économiques cherchent à se soustraire à la complexité et aux contraintes, qu'elles soient réglementaires, fiscales, de la bureaucratie publique. Autrement dit, l'informalité, selon cette approche légaliste, est le produit d'un calcul rationnel, assez simple, à savoir coût-bénéfice. Et donc, en définitive, l'informalité, c'est l'expression du dynamisme dans l'entrepreneuriat local et de l'esprit d'entreprise. Donc, l'informalité, à la différence de l'approche précédente, l'informalité est une alternative à la formalité.
Enfin, troisième approche sur laquelle on s'est appuyé dans nos travaux, c'est l'approche structuraliste. Pour cette approche, l'informalité est le résultat d'une stratégie opérée par les grandes entreprises dans une logique d'externalisation des coûts de sous-traitance. Alors, nous, on est parti de ces travaux qui reposent sur l'approche structuraliste pour mettre en évidence, en définitive, une chose fondamentale, à savoir qu'il n'y a pas d'un côté le secteur formel et de l'autre côté le secteur informel, mais qu'il y a une intrication, une interdépendance très forte des deux. Alors, dans ce débat sur l'informalité, 3 auteurs français, Bruno Lottier, Claude Demira et Alain Maurice, ont investi donc, les discussions et ont proposé une approche qui est intéressante selon nous, parce qu'ils s'inscrivent en rupture des approches fonctionnalistes qui caractérisent la plupart des 3 approches précédentes, approche fonctionnaliste qui conduit en définitive à enfermer l'informalité dans le champ économique. Alors, ce faisant, ces 3 auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils réintroduisent la dimension politique dans l'analyse des situations d'informalité et surtout, ils placent au cœur de leur questionnement le rapport à l'État, le rapport au pouvoir public. Et donc, ce que les auteurs mettent en évidence, c'est que l'informalité est le produit d'un arbitrage de la part des pouvoirs publics, dans la mesure où définir les règles et les rendre effectives, c'est-à-dire procéder à une actualisation locale du droit, définir les règles et les rendre effectives, eh bien, constitue une ressource dans l'exercice du pouvoir. Oui, donc dans ce sillage, nous proposons donc de partir plutôt de cette définition de l'informalité pour analyser plus spécifiquement des situations de pouvoir en ville. Là encore, nous aimerions citer un autre auteur, une anthropologue, Ananya Roy, qui, en s'appuyant sur ses recherches conduites en Inde, va proposer la notion d'informalité urbaine. Donc pour elle, il ne s'agit pas de revenir sur le secteur informel tel qu'il a pu être étudié en ville, sur les gares routières ou sur les vendeurs ambulants en tant que tels. Elle veut aussi sortir d'une dichotomie qui opposerait des quartiers urbains formels et informels. Elle s'intéresse à son tour, en écho à ce qui vient d'être dit, à comment des occupations de terrain, des attributions de logements, des branchements illégaux à différents services sont le produit d'une régulation étatique, bien qu'étant en marge de la légalité. Donc comment l'État, mais plus largement les pouvoirs publics, vont définir les frontières entre formel et informel et jouer de leurs compétences à tolérer, à reconnaître ou à évincer. Donc pour elle, parce qu'elle s'appuie davantage sur l'entrée du foncier et de l'immobilier. Ces quartiers d'habitat illégal, la figure du slum par exemple, ne peut pas être interprétée, doit être interprétée comme le résultat de politiques urbaines. Un système qui n'est pas, non pas régulé, mais qui ne serait pas régulé, elle pense qu'il est régulé et que la dérégulation qu'on va constater vis-à-vis de la loi est permise par l'État et les pouvoirs publics. Alors, Ananya Roy rappelle aussi qu'il ne s'agit pas seulement de voir ces situations d'informalité urbaine dans les quartiers pauvres, les quartiers populaires. Donc, à cet égard, le temps nous manque, mais on pourrait citer les travaux de Fabrizio donc sur l'attribution des marchés publics en Sicile, qui mettent en jeu des élites, en l'occurrence donc des élites économiques et politiques. Fabrizio a travaillé sur l'attribution d'un marché public qui touche à la gestion des déchets et a montré comment s'ouvre au sein de l'institution politico-administrative sicilienne un espace où les conditions de la concurrence sont définies, des intérêts mis en forme. Et dans cet espace, les pouvoirs publics peuvent exercer un contrôle sur la concurrence par des voies légales, mais aussi illégales, et peuvent entrer en affaires avec des opérateurs économiques en dehors des registres et des procédures en usage. Donc, ce mode informel d'organisation du marché économique et de gouvernement local n'est pas sans incidence sur la production de politiques territoriales. Donc, l'informalité, pour nous, est intrinsèque à la planification urbaine, au fonctionnement des institutions, et finalement, elle serait une dimension du gouvernement urbain. Donc, pour nous, les enjeux, c'est sortir d'une lecture morphologique du formel et de l'informel, où il s'agirait de définir les contours de l'un et de l'autre. Nous souhaitons penser le pouvoir dans une approche davantage relationnelle,
On veut envisager l'informalité comme le résultat d'un processus de qualification, identifier les intérêts politiques et économiques en présence, mais on ne veut pas seulement considérer les acteurs et leur statut, mais aussi étudier des moments, des lieux, des situations, et les manières de faire qui sont attachées à ces différentes situations, en vertu de quel registre, quelle référence normative, quel registre de justification, de légitimation. Et au-delà de ça, le dernier questionnement, c'est aussi de savoir si ces situations, marquées par des arrangements, des contournements, des transgressions, peuvent se pérenniser et finalement être lues comme structurant de l'exercice du pouvoir en ville. Alors, à partir de là, la question est effectivement à partir de cette présentation initiale d'une notion qui a été travaillée à partir de terrains multiples, de façon comparative, comment rendre opératoire cette notion d'informalité politique. Alors, tout d'abord, il s'agit de rendre cette notion opératoire sur un mode, on pourrait dire, ethnographique, c'est-à-dire en cherchant à en faire un outil de repérage de situations sur nos terrains de recherche. À partir de quel moment peut-on envisager l'application de cette idée d'informalité politique? Donc, à cet effet, nous avons mobilisé la notion d'arrangement comme relevant d'accords contingents, circonstanciels, entraînant des transgressions au contournement de règles de droit, donc des pratiques situées et concrètes. Accords tacites, pratiques corruptives, tolérance négociée, etc., peuvent constituer autant d'arrangements. Donc l'arrangement est aussi décelable dans des lieux et des moments particuliers. Il pose ainsi la question des antichambres de négociation et par-delà les logiques visibles du fonctionnement des institutions, pose la question des espaces de l'arrangement. À ce titre, de nombreux chercheurs en sciences sociales évoquent des espaces gris, clairs-obscurs, etc. Métaphores spatiales, chromatiques, qui ne doivent pas laisser penser à des territoires fonctionnant par le biais d'arrangements, séparés d'autres territoires qui seraient dépourvus et qui fonctionneraient sur un registre exclusivement légal. Les arrangements renvoient à des pratiques diffuses, décelables tant au sein du fonctionnement d'institutions, on peut là mobiliser la notion de passe-droit, telle que l'analysait Bourdieu justement dans le champ de l'aménagement, que dans des relations entre divers acteurs non institutionnels. Parfois aussi, l'arrangement ne peut être qu'une hypothèse de travail lorsqu'on en identifie les conséquences possibles. Dans ces cas, son identification peut relever d'une démarche régressive, partant d'identification d'intérêts, accroître les profits, retirer une rente, tolérer divers illégalismes. Alors, à l'inverse, toutefois, de la façon dont certains auteurs travaillent cette notion, en la rabattant du côté de l'illégitime, du seul calcul d'intérêts particuliers, nous intégrons aussi des contournements qui peuvent relever de justifications morales différentes de celles indiquées par les règles de droit en vigueur. Alors, par exemple, dans l'étude de la façon dont, à Gênes, qui est un terrain sur lequel je travaille, les transsexuels ont pu transformer un contexte politique appelant à leur éviction en une légitimation de leur présence dans un quartier du centre historique, à 2 pas du périmètre patrimoine mondial de l'humanité. Donc là, il s'agissait de comprendre le rôle de médiation opéré par la communauté San Benedetto al Porto, dirigée par Don Gallo, qui est décédé il y a quelques années, qui nécessitait de comprendre les diverses connexions politiques opérées entre une communauté religieuse, la gauche locale, qui se traduisait par un soutien appuyé de Don Gallo à un candidat de la société civile qui a remporté les élections municipales, et en retour de gestes symboliques de ce candidat à l'égard notamment de ce quartier transsexuel. Donc là, sans qu'il y ait forcément un accord scellé identifiable, plusieurs éléments concourent à identifier une forme d'alliance. Alors, à partir de là, on pourrait dire cette notion d'arrangement peut sembler simplement articulée à un espace et un temps restreint. Par exemple, lorsque je travaillais aussi sur des vendeurs ambulants dans le port de Gênes, on constate une succession de micro-tolérances de la part des forces de l'ordre qui sont toujours éphémères et qui sont sans garantie ultérieure. Donc cette notion d'arrangement est-elle limitée à un espace et un temps prédéfinis? Autrement dit, comment à partir de là peut-on au contraire faire sens pour comprendre des configurations pérennes des pouvoirs en ville? Autrement dit, l'enjeu, c'est de penser aussi, d'essayer de penser la pérennité des arrangements, leurs effets sur la ville et la façon dont ils contribuent à structurer des gouvernements urbains. Donc la question devient en quoi ces situations d'arrangement peuvent être considérées comme structurantes. Comment dépasser donc ce caractère informel? À partir de là, nous avons réfléchi à partir de la notion de régime urbain, telle que la développe Clarence Stone, notamment dans son travail sur Atlanta, publié en 89, et le maintien au long cours de coalitions de pouvoir reposant sur des formes d'entente entre acteurs publics et privés.
Alors, il définit le régime urbain comme un ensemble d'arrangements ou de relations, aussi bien formelles qu'informelles, par lequel une communauté est gouvernée. Or, dans ces études, il est bien clair que les relations informelles, donc les divers mécanismes corruptifs, sont à intégrer au même titre que les alliances électorales et les logiques de constitution de relations entre leaders et population. Et puis on pourrait dire également, puisque l'intervention de Maillard ce matin dans le résumé nous y invitait, que dans le domaine fictionnel, Maniba Sisulacita permet aussi d'illustrer cette intégration de logiques informelles et corruptives au cœur de gouvernements urbains. Donc la notion de régime urbain constitue un cadre d'analyse pour penser la structuration sur le long terme de relations entre différents pouvoirs, partis politiques, monde des affaires, administration publique. La journée d'hier nous invitait bien à faire la distinction, associations, syndicats, etc. À partir de multiples arrangements quotidiens et situés. Cette notion, qui naît dans le contexte de travaux de la sociologie politique nord-américaine, a été étendue par d'autres chercheurs, au William Anglais, je pense à Clemenski Di Gaetano, à des configurations aussi intégrantes d'acteurs criminels, par exemple en Inde, avec les travaux de Weinstein, ou en Afrique du Sud, au Cap, avec ce que dit Dubresson de la régulation formelle et informelle, intégrant la présence de gangs. Pour conclure, à partir de là, quelles perspectives pouvons-nous imaginer et proposer ? 3 perspectives peuvent être proposées. Tout d'abord, considérer l'informel sous l'angle politique pose la question des capacités régulatrices des États et des pouvoirs publics au sens large. Et on peut être attentif à cette ambivalence de la régulation. L'informalité peut être posée à la fois comme un extérieur à réguler, puis comme un élément qui est au cœur des logiques de régulation, y compris institutionnelles. Deuxième élément, le rôle des États peut être discuté également. Cette prégnance des logiques informelles indique-t-elle une régulation extra-étatique, comme le suggérait juste précédemment Madame Brugger, ou comme le présentent les travaux de Gabriel Feltran sur les périphéries de Sao Paulo, ou la régulation est-elle toujours au cœur des institutions ? Doit-on réévaluer les logiques de fonctionnement de l'État en intégrant ces diverses dimensions informelles ? Donc c'était le débat également qu'on a eu ce matin sur la notion même d'infiltration. Et puis enfin, dernier point, cette notion, ou en tout cas l'idée c'est aussi de permettre des analyses comparatives larges, au sens des impossibles comparaisons que prônait l'anthropologue Marcel Détienne ou le géographe Philippe Gervais-Lamboni. La notion d'informalité, inventée pour mieux identifier des activités économiques dans les villes du Sud, que l'on cherche à élargir à ses dimensions politiques, renvoie donc à des pratiques politiques et peut devenir un élément de comparaison entre villes, quel que soit le pays, au nord aussi bien qu'au sud. Plus exactement, il ne s'agit pas de comparer des villes, des terrains d'études, mais de comparer des processus politiques urbains, des modes de structuration de régimes urbains, en étant attentif aussi, on en a parlé également précédemment, aux échelles de dynamique et à la façon dont les acteurs croisent logique locale et globale. Voilà, merci beaucoup. Non, il reste une chose. Je l'ai dit avant. Ah bon, pardon. Merci beaucoup. Oui.